un podcast Orso Média. J'avais plus de job, j'allais avoir mon deuxième fils. Donc je savais assez vite que ça allait devoir être un side project pendant un moment. Et du coup je le faisais tout de suite avec l'ambition de vouloir vraiment créer un média ou un podcast qui soit dans le top de sa catégorie. Et je me régale en fait. À ce moment-là je me régale. Il faut absolument que j'aille rencontrer tous les invités. Donc pendant 3-4 mois j'enregistre un max. Je me suis dit il faut y aller quoi. Il faut faire la différence. C'était le premier en sport. Tu peux le faire quoi. On les appelle des influenceurs ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. Donc ça y est, c'est la reprise. J'espère que mes petits épisodes spéciaux de l'été vous ont plu, vous ont été utiles. Voilà, aujourd'hui j'accueille un podcasteur, Barthélémy Fent. Si vous êtes sportif, si vous écoutez des podcasts de sport, vous le connaissez très certainement. C'est le créateur du podcast Extraterrien, qui est, il va nous le dire, mais je pense le podcast sportif de référence, avec plusieurs dizaines de milliers d'écoutes. Il nous donnera un peu plus de détails sur ses audiences après. Donc voilà, c'est la rentrée des bonnes résolutions, on reprend le sport et donc voilà, Barthélémy, tu tombes à pic. Salut Barthélémy. Salut Chris, tu vas bien? Très bien, et toi? Bah écoute, super heureux d'être là, de voir et de catch up après notre première rencontre, et puis très honoré aussi parce que j'écoute ton podcast depuis le début, avec beaucoup de créateurs que je connaissais et d'autres que je connaissais pas. Tu vois, je connaissais un peu on va dire la sphère LinkedIn, donc tu vois Caroline, Choubam aussi, Thibault Louis, que t'as vu, et tu vois, j'ai découvert plein de youtubeurs, des tiktokers aussi que je connaissais pas du tout, et ils m'ont tous vraiment inspiré, et tu vois, tu m'as apporté beaucoup de valeur, donc je suis très honoré d'être là parmi ces grands noms que je voyais un peu de loin, tu vois, via ton podcast. Donc c'est cool, je vais essayer d'apporter autant. Ouais, ça va. Mais merci beaucoup Barthélémy, ça me touche, ça me touche beaucoup. Première question, raconte-nous un peu la genèse de l'histoire, comment tu as mis un pied dans le podcast et comment t'es venue l'idée d'Extraterrien. Avec des associés, on a monté un site de rencontre qui s'appelait Abrico. Et notre but, c'était un peu de disrupter le marché de l'agence matrimoniale, avec une théorie qui était de plus en plus de gens sont déçus par les sites de rencontres et les applis, parce que trop de volume, trop de masse, voilà. Et à l'inverse, le marché des agences matrimoniales était en train de revenir en force. Avec, je crois, un nombre d'agences qui avait été multiplié en 5 ou 6 ans. Malgré les applis. Enfin, le nombre d'agences avait fortement baissé avec l'arrivée des applis, des sites, surtout les premiers sites, et recommençait à regrimper. Et du coup, on voulait faire un modèle hybride, parce qu'on était allé justement dans des agences matrimoniales en faisant semblant d'être des faux clients. En faisant semblant d'être des clients. Et on s'est rendu compte que les agents matrimoniaux avaient un bureau, faisaient tout sur papier, faisaient tout à la main, t'écrivais un petit email ou un petit texto avec des fautes d'orthographe pour te dire quand ils avaient un profil à te proposer, tu vois. Et tout était pas du tout processé, et zéro tech. Et là, nous on se dit ok, on est des gars de la tech, on est des gars du contenu. Ça va être hyper facile de monter une boîte où on peut faire une agence matrimoniale, mais premium et digitalisée, tu vois. Bon, il s'avère que c'est beaucoup plus dur que ça. On a levé un peu d'argent et pareil, on n'avait pas beaucoup d'argent à mettre en acquisition, et on a du coup créé beaucoup de contenu, fait du SEO, beaucoup Instagram aussi a très bien marché, il y avait un très beau contenu, une très belle newsletter. Et à ce moment-là, je découvre encore plus le podcast parce qu'on se dit tiens, ça pourrait être sympa. Il y a plein de podcasts qui interviewent des hommes sur le business, mais il y en a aucun qui interviewe que des femmes. Et de parler aussi un peu de relations humaines, en fait, et de parler en fait en quoi le couple peut aider ta carrière entrepreneuriale. Tu vois, c'est un peu le point de vue on a fait 5 ou 6 épisodes, je crois, pas beaucoup, tu vois,
Donc ça c'était ta première expérience avec le podcast. Ouais, exactement. Donc c'était des interviews filmées, et on faisait une extraction de l'audio et on les publiait en podcast. Voilà. Ok. Donc je sais pas si c'est intéressant, mais si, et du coup, quelques interviews, qui ont passé les 10 000 vues sur YouTube, et du coup, je mets un premier pied là-dedans, et j'adore, quoi. Enfin, je trouve ça cool, sortir les caméras, le contenu, essayer d'optimiser ton process de création, parce que c'est ça qui te coûte cher, entre guillemets, c'est comment est-ce que tu vas créer, comment est-ce que tu es organisé, et derrière, comment est-ce que tu le distribues. Et moi, à l'époque, en plus, ça me faisait marrer, parce que je rencontrais beaucoup de créateurs à ce moment-là, et je leur dis, content is king, distribution is queen, et and money is son, tu vois, c'était son and daughter, quoi. Et c'était vraiment ça. C'était bien. C'est vrai que très tôt t'as compris que le contenu était clé pour le business. Bien sûr. Qu'il y avait plein de trucs qui pouvaient en déboucher, quoi. Et juste, on fait un petit rebond encore en arrière. Donc, école d'ingé. Ouais, j'ai fait une école d'ingé. Comment on fait pour faire une école d'ingé quand on a un déficit d'attention? Loi de Pareto, quoi. Loi de Pareto, tu te dis comment en 20% de temps je peux faire 80% des efforts. Je trouvais les failles des profs. Ok. J'avais un truc pour trouver les failles des profs. Je me souviens que j'avais un prof de maths en prépa qui nous refaisait exactement. En fait, il y avait un exercice qu'on allait faire dans le mois, qu'on allait faire 2 fois. Ouais. Avant un devoir, par exemple. Et on le faisait 2 fois dans le mois. Et cet exercice-là, on allait avoir exactement le même au devoir. Ok. Et dès qu'il y avait un espèce de pattern comme ça, j'essayais de le craquer. Mais après, les cours m'intéressaient, tu vois. Les cours m'intéressaient, mais en fait, j'étais beau. En cours, j'allais pas du tout écouter. Je demandais à prendre les cours de quelqu'un d'autre. Je les lisais 30 minutes avant le devoir. Et ça, j'avais 10, tu vois. C'est comme ça que tu fais. Je vais faire la loi de Pareto. Ok, et t'as fait une école d'ingé avec quelle spécialisation, digitale ou pas du tout? J'ai fait un peu de dev, et moi j'étais plutôt dans traitement du signal télécom et réseau. D'accord. Donc j'étais dans un truc qui était vraiment très matheux, très orienté musique et image aussi, parce qu'on a. Okay. Je me souviens qu'on était sur MATLAB et qu'on faisait des espèces d'algo pour crypter des images. On faisait de la cryptographie un peu, c'était assez cool. Il y avait déjà un peu de contenu là alors. Ouais, il y avait un lien, il y avait peut-être un peu un lien avec ça. J'ai fait quelques sites internet aussi, PHP, Java et tout. Ça te sert dans ton activité actuelle? Ce que t'as appris là sur le traitement des signaux en école d'ingé? D'un point de vue opérationnel, non. Ouais. Mais moi, je reste toujours persuadé que l'école ne sert à rien, hormis créer des gens curieux, et qu'aujourd'hui, la curiosité, c'est une des principales qualités, tu vois. Je pense surtout dans la creator economy. Ouais. Et dans la capacité à apprendre, tu vois, quand t'es entrepreneur, quand t'es créateur, t'as besoin d'apprendre un peu plus vite que les autres, peut-être, ou de t'intéresser à plein de choses, de comprendre les nouvelles tendances et en étant curieux. Et en apprenant, tu vois, des nouveaux outils, des nouveaux logiciels, tu vois, cette gymnastique mentale, en tout cas, ça c'est utile. Ça c'est utile. De mettre les mains dans le cambouis aussi. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu aimes bien faire aussi. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais je pense que comme tous les créateurs, tu vois, je pense que beaucoup de créateurs ont une part de fainéantise, mais aussi une part de curiosité assez forte, d'essayer de comprendre les réseaux, de comprendre. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a une part de fainéantise. Mais comme le disait assez justement Léo Duff, et il m'a fait découvrir cette perspective-là, être fainéant, finalement, ça t'oblige, ou ça te met dans un mindset où tu dois aller trouver le chemin le plus court pour arriver à ton objectif. Ouais. Et pour trouver le chemin le plus court, finalement, ça t'oblige à mettre en place des process, à réfléchir, détricoter, reconstruire, etc., pour tout optimiser. Et donc, la fainéantise, ça t'amène à tout optimiser. Donc en soi, c'est une qualité quand t'es dans une activité comme dans la creator economy où tu dois beaucoup produire, beaucoup créer et avec une grande régularité. Mais je suis très d'accord avec cette citation, et d'ailleurs j'avais écouté, je me souviens, je l'avais marqué à ce moment-là parce que je trouvais ça remarquablement bien pensé, effectivement, de pourquoi est-ce que tu as envie d'aller plus vite que les autres et de faire
plus vite que les autres, tu vois. C'est sûrement qu'il y a une petite part de fainéantise. Bon, on le dit de manière très polie, mais Léo avait lui plutôt dit que c'était un gros branleur. Voilà. Ok. Allez, fast forward, on revient à la création de ton podcast. Donc là, tu faisais référence à des podcasteurs donc Mathieu, Fabrice Florent, d'autres. Donc on est plutôt en 2018, hein, c'est ça? T'as créé ton podcast dans ces eaux-là. Les démarrages, donc très content. Là, tu trouves tes audiences, ok. Et c'était quoi? T'étais déjà hebdo à l'époque? Ouais, j'ai commencé déjà hebdo. En fait, j'avais 3-4 mois devant moi parce que j'avais plus de job. J'avais 3 ou 4 mois d'économie devant moi et j'allais avoir mon deuxième fils. Okay. Donc il fallait que j'ai une couverture, quoi. Donc je savais assez vite que ça allait devoir être un side project pendant un moment. Mais je me suis dit, pendant cette période-là, ça me mange pas de pain, en fait, de sortir un épisode par semaine. Parce que quand tu cherches un job, honnêtement, enfin, ça te prend 2-3 jours par 2-3 jours par semaine. Donc, t'as du temps libre quand même pour créer ça. Et en plus, je m'étais dit, enfin, un des premiers constats que j'ai eu, c'est que d'ailleurs j'étais très jaloux de Mathieu justement et de Fabrice et d'autres créateurs, c'est que je me suis rendu compte que moi mes invités étaient pas à Paris. Ok. Que en fait les grands champions ils habitent un peu partout en France et qu'il faut prendre le train pour aller les rencontrer, quoi. Et t'envisageais pas de faire des enregistrements à distance? Bah, je l'ai envisagé, j'en ai fait un assez rapidement. Je me suis rendu compte que le contenu audio, enfin, la qualité du contenu était beaucoup moins bonne. Que derrière, créer une relation amicale avec la personne, qui est quand même quelque chose de hyper sympa quand tu fais un podcast, tu vois. C'est aussi de se regarder dans les yeux, de se parler, les petits moments avant, les petits moments après. Qu'il y a plus tout ça et du coup, ça perd beaucoup de son intérêt. En plus, je me suis dit, les 5-6 premiers épisodes, je l'ai fait du coup en face-to-face, tu vois. Et l'épisode d'après, je le fais à distance. Et c'est le premier épisode que l'invité partage pas, tu vois. Et je me dis, ah ouais, il y a un lien de cause à effet, c'est pas possible. Enfin, tu vois, c'est un peu le hasard, tu vois. Mais je m'étais dit ça et du coup, je m'étais dit, allez, il faut absolument que j'aille rencontrer tous les invités. Donc pendant 3-4 mois, j'enregistre un max. Je fais le tour de toute la France. Donc c'est un sacré investissement quand même. Bon, au-delà du prix du matos qui est quand même, on va dire, assez raisonnable quand on fait un podcast. On peut démarrer avec pas grand-chose, mais bon, le coût des billets de train et parfois peut-être même des nuits d'hôtel. Donc t'étais en full investissement au démarrage, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, ça te coûte, c'est 100 € en aller-retour en billet de train, et peut-être un peu plus des fois. Je me suis dit, faut y aller, quoi. Il faut faire la différence. T'es le premier en sport. Tu peux le faire, quoi. Okay. Et du coup, je le faisais, tout de suite avec l'ambition de vouloir vraiment créer un média ou un podcast qui soit dans le top de sa catégorie. Et je me régale, en fait. À ce moment-là, je me régale. J'en parle du coup à la mère de mon fils qui me dit, il faut quand même que tu trouves un job. C'est cool que tu sois à plein temps dessus. Et je réfléchis et je me dis, bon, c'est pas grave, ça restera un side project. Ça restera un side project et je vais le faire à fond. Et j'ai eu la chance de tomber sur des employeurs qui ont tout de suite compris, qui ont compris que c'était un peu cette part créative et entrepreneuriale que j'avais en moi et qu'il fallait que je garde. Et du coup, voilà un petit peu pour l'histoire. Et du coup, j'ai quitté ce job-là il y a 4 mois maintenant. Okay. Pour être à 100% dessus. Forcément, alors avec un peu l'aide du chômage, l'aide aussi que maintenant l'audience est beaucoup plus grande et que maintenant j'ai une régie publicitaire. Et du coup, qui me rapporte des contrats et moi je peux aller en chercher aussi parce que j'avais pas le temps. Alors si on revient au début de ton podcast, pardon, je te coupe Barthélémy, mais à quel moment t'as commencé à monétiser? J'imagine aussi à partir du moment où t'as atteint un certain volume d'audience ou pas, tu vas nous l'expliquer. Comment s'est faite cette phase comment s'est déroulée cette phase de professionnalisation, si j'ai envie de dire, de ton podcast, alors que c'était un side project parce que t'avais pris un job 4 mois après le lancement. Bah, comme je te disais, j'avais toujours eu l'ambition vraiment d'en faire un média, d'essayer d'en faire en tout cas de créer une vraie audience qui soit monétisable d'une manière ou d'une autre, soit avec mes produits, soit avec des formations, soit avec de la pub, tu vois, à voir. Donc j'avais vraiment cette ambition là.
Donc au début, je tirais un peu dans tous les sens. Tu vois, j'appelais les fédérations, j'appelais le COJO, donc qui est le comité d'organisation des Jeux Olympiques. J'appelais plein de marques, j'appelais des studios de création de podcasts, j'appelais des régies publicitaires. Et c'est au bout d'1 an que j'ai commencé à bosser avec la régie Nouvelles Écoutes. Peut-être moins d'1 an, je dirais 9 mois. Et à ce moment-là, je devais faire 10-15 000 écoutes par mois, quelque chose comme ça. Et ils acceptent de me prendre et je crois qu'on fait une campagne ensemble et pas grand-chose, quoi. Et il y avait pas grand-chose. Et eux, ils me disaient, nous, on n'est pas trop sur les thématiques sport en ce moment, c'est pas trop notre domaine de prédilection. Et puis, nous, c'est surtout le studio, tu vois, qu'on essaie de pousser et tout. Donc, j'essaie d'appeler d'autres régies, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et c'est à ce moment-là que j'appelle Acast. Et c'était mi-2020. Donc ouais, ça faisait 1 an et demi que je crois que j'avais commencé. Confinement. Pendant le confinement, ouais. Exactement. On se téléphone et eux me disent qu'ils ont plusieurs podcasts de sport, que ça peut complètement les intéresser. Et on commence à travailler ensemble. Et effectivement, au bout de quelques semaines, ils ont déjà une première campagne. Donc ça me rassure. Donc je me dis avec un annonceur cool que tu trouvais intéressant, que tu validais. Je sais plus. Je crois que les premiers étaient vraiment cool, ouais. Ça m'avait ce qui comprend, ce qui fonctionne, ce qu'ils attendent. Et une des choses que des petits acteurs, des noms un peu plus petits du sport, mais qui vont beaucoup plus accrocher déjà à mon audience, et aussi des produits que je peux tester en fait, tu vois, directement. Et donc je me mets à faire ces 2 types de campagnes, donc une avec la régie, souvent du brain content, beaucoup plus institutionnel, tu vois, et puis moi aussi d'autres petites campagnes plus héroïstes avec des plus petits acteurs. Et en brain content, c'est plutôt du sponsoring, c'est ça? Un petit message en ce qu'on appelle du host read en début d'épisode? Ouais, exactement, mais je le fais plutôt pour recommander des contenus d'une marque. Tu vois, par exemple, je vais recommander un podcast d'une banque, où je vais recommander les vidéos de la nouvelle série de vidéos de Nike, tu vois. Je vais plus recommander la marque d'une façon beaucoup plus brand que... Il y a toujours eu un rapport avec ta matière qui est le sport, ou parfois tu as eu des campagnes qui n'avaient pas forcément de rapport direct? Des fois c'est un peu loin, j'essaye de toujours trouver un angle. En fait, j'aime bien écrire, j'aime bien copywriter, et tu vois, du coup je me dis, s'il y a quelque chose, s'il y a une campagne qui me fait vraiment, qui m'embête vraiment, je le dis. Mais si c'est, tu vois, quelque chose qui est pas facile, qui me plaît pas trop, je me dis, vas-y, prends-le comme un défi. Et essaye de le tourner d'une manière de rendre ça agréable, quoi. Et que c'est ton boulot, finalement. En fait, c'est ton boulot, toi, en tant que podcasteur ou que mini-média ou mini-influenceur, d'essayer de rendre le produit cool pour ceux que ça pourra intéresser. Même si toi, ça t'intéresse pas, essaie de trouver l'angle qui pourra en intéresser d'autres. Et dans ce cas, dans ce que tu écris, tu essaies de pas trop te mouiller, toi, j'imagine, parce que si c'est un produit qui te plaît pas plus que ça, l'idée c'est de pas non plus le recommander toi personnellement. Ouais. Et puis c'est plus facile quand on te recommande de pas, quand ta mission n'est pas de recommander le produit, mais de recommander une partie de l'activité, tu vois, comme une série de vidéos, un podcast. Tu vois, c'est beaucoup plus facile de trouver quelque chose qui te plaît dedans, quoi, plutôt que dans le produit. Donc ouais, non. Donc ouais, tu te mouilles pas trop, et puis tu essaies de trouver finalement l'angle qui te plaît toi, et tu te dis que si cet angle-là il te plaît toi, il plaira à un d'autre. Puis tu le pitches à 1 ou 2 potes, et puis ils te disent non, là c'est pas toi. Et donc du coup tu recommences, et jusqu'au moment où ils te disent si, ouais, vas-y, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Donc là, c'est du sponsor. Tu parlais aussi de campagnes plus héroïstes, avec ton background d'affiliation. Je pense que c'est des choses que tu maîtrises parfaitement. Comment on fait du ROI quand on est podcasteur? ROI, c'est donc retour sur investissement. Donc l'idée, c'est que tu vends à ton sponsor, ton annonceur, un certain nombre de visites sur son site, un certain nombre de ventes réalisées sur son shop. Voilà. Donc, comment tu fais? L'audio, le seul truc qui marche, c'est le code promo. Tu vois, parce que tu peux difficilement mettre des liens affiliés sur les apps de podcast, et en plus, je pense que Apple Podcast doit casser l'affiliation, tu vois, ou doit casser le tracking. Donc, il y a que le code promo qui marche, et en fait, c'est
très très dur de convertir quelqu'un qui est en train d'écouter un podcast justement vers un site vers une commande, tu vois. C'est que ça fonctionne très peu. Faut être honnête, faut être clair là-dessus avec les annonceurs. Et du coup, maintenant j'essaye de faire essentiellement justement du brand content. Les campagnes Heroise en faire beaucoup moins, sauf quand je me dis ok, pour l'audience peut vraiment y avoir un intérêt très clair, très marqué, et ça va forcément leur plaire. Et quand le code promo est vraiment intéressant, parce que si c'est pour avoir 20% sur un produit, ça vaut pas le coup. Par contre, si c'est 3 mois pour utiliser une app d'entraînement, de running, qui va te faire économiser 30 € et c'est l'app dont tout le monde parle en ce moment, mais elle est payante, là ça peut être cool, tu vois, et là ça peut apporter de la valeur. Une autre chose, c'est que aussi moi, mes auditeurs généralement, ils m'écoutent pendant qu'ils font du sport, pendant qu'ils courent, essentiellement, enfin une grande majorité d'entre eux, parce que je leur demande sur Insta quel moment tu m'écoutes. Et j'imagine que quand t'es en train de faire ton footing, tu vas pas t'arrêter en disant « Ah tiens, Bart, tu m'as recommandé un code promo. » Je vais m'arrêter. Ah, je vais m'arrêter, tiens, Donc c'était pas ça, et du coup, j'ai préféré faire des campagnes un peu plus longues, parce que je me dis que mon auditeur, il a un peu plus le temps. Donc je vais pas faire du 30 secondes d'une minute, et je m'autorise à faire d'une minute 30, 2 minutes parfois. Et ça plaît plus, j'ai l'impression. Okay. Et t'as des bons retours de tes sponsors sur ces codes promo, type d'activation, ils sont, ils trouvent leur compte aussi, oui, j'imagine, sinon, t'aurais plus de campagne. Ouais, carrément. J'ai même, tu vois, pour instaurer un peu une relation de confiance par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça peut toujours être un peu tabou ou un peu, comment dire, il peut y avoir un malaise ou un désalignement entre le créateur, sa communauté et les produits qu'il recommande. Et moi, j'ai essayé tout de suite de désamorcer la bombe en faisant notamment, tu vois, des petits épisodes solo sur mon podcast où je leur disais, bon, écoutez, maintenant, il faut que je monétise le podcast. Voici les opportunités qui s'offrent à moi. Celle que j'ai envie de tester, c'est ça. Donc, n'ayez pas peur. Ça me permet... J'ai pas mis le mot d'avion, tu vois. T'as oublié dans ton process de dire de couper. On va le garder. Mais tu vois, je pensais pas avoir à te le rappeler. Vous me le faites claque. Aucun problème. Qu'est-ce que je disais? Donc t'es hyper transparent avec ton audience. Tu fais des petits épisodes spéciaux pour leur expliquer un peu les coulisses et les projets que tu as dans les prochaines semaines, notamment en termes de monétisation. Ouais, exactement. J'en parle aussi dans la newsletter que j'ai repris là récemment, qui est beaucoup plus, on va dire, une newsletter pour suivre un peu le podcast, mais sur la partie plus business et réflexion. Et donc certains auditeurs ont beaucoup apprécié cette démarche, tu vois. Et il y a même un petit jeu qui s'est instauré où je leur ai dit, faites-moi un retour franc quand la campagne elle vous plaît pas ou que vous trouvez que c'est pas du tout en accord avec les valeurs. Et du coup ils me le disent tout de suite. Et il y a j'aime bien cette relation de confiance qui s'est instaurée. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Non, c'est une bonne méthode. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vois de plus en plus de créateurs le faire, tu vois, et à l'inverse, où avant je faisais de l'affiliation, et l'affiliation, si t'as envie que ça marche mieux, généralement, sur les blogs un peu random, tu vois, tu le dis pas que c'est des liens affiliés, ou t'essayes au maximum de le cacher, tu fais des faux comparateurs, ce genre de choses. Alors que finalement, quand t'es un créateur et que tu parles dans ton nom, t'es beaucoup plus intègre. C'est ce qui fait la différence, bien sûr. Et du coup, la transparence, le jeu de la transparence marche encore mieux, quoi. Alors, comment t'as fait pour atteindre les 15 000 écoutes en 9 mois? Quel levier t'as utilisé? Quels réseaux sociaux peut-être tu as utilisé aussi? Comment t'as fait? C'était quoi ta stratégie de distribution, diffusion? J'ai un peu tiré dans tous les sens pour être tout à fait honnête. Je pense que il y a pas mal de... on essaie beaucoup de te vendre un peu les techniques pour faire grossir ton audience, pour essayer de faire décoller ton podcast. La vérité, c'est un podcast, c'est pas du tout un média viral. Comparé à d'autres plateformes, tu vois, t'as invité des TikTokers, des YouTubers ou même tu fais pas de buzz avec un podcast. Sauf rares exceptions où il se passe un truc de ouf avec une révélation de ouf qui fait le tour de la presse, mais effectivement t'as
Il y a pas comme sur YouTube ou TikTok. Tiens, j'ai un épisode qui a surperformé par rapport à tous les autres en faisant x10, x15 par rapport aux autres épisodes. Ouais, exactement. Et la plateforme est pas faite du tout pour te recommander du nouveau contenu. C'est pas bien fait pour. Et du coup, en fait, comment est-ce que je te transmets le podcast, c'est uniquement par recommandation. Et si tu réfléchis, il y a 3-4 façons, on va dire, de pousser un peu la recommandation du podcast. La recommandation fonctionne de 3-4 façons. C'est soit tu te fais recommander par un ami, soit tu te fais recommander par un journaliste, soit tu te fais recommander par quelqu'un qui participe au podcast, soit tu cherches toi-même une recommandation et auquel cas tu vas souvent sur Google ou sur ton application. Donc j'avais assez vite pensé à ça et je m'étais dit comment est-ce que je peux booster chacun de ces piliers, tu vois. Et j'avais vu recommandation à un ami. Je m'étais dit je vais intégrer, en fait, j'ai poussé le maximum mes auditeurs à partager le podcast, notamment sur Insta. Et je leur ai dit si jamais vous le partagez sur Insta et que vous me taguez, je vous repartage. Et ça, au début, ça a vachement bien marché. Les auditeurs faisaient une capture d'écran pendant qu'ils étaient en train de courir en disant tiens, j'ai couru avec extraterrien dans les oreilles, c'était génial. Intéressant. Ils taguaient le nom de l'invité et ils me taguaient moi et ils le partageaient sur Insta et moi je repartageais tout. Donc ça a très très bien fonctionné au début. Là après j'ai essayé, ça a pas du tout marché. Enfin, j'ai essayé, j'avais pas les codes, tu vois, j'ai jamais eu trop les codes un peu journalistes. Je faisais pas des CP assez pushy ou assez clivants, quoi, je pense. Alors là-dessus, on a déjà évoqué le sujet, mais pour avoir bien connu ce milieu, pour avoir travaillé dans des médias plus traditionnels par le passé, même si ça n'a jamais été vraiment exprimé clairement, je pense qu'il y a quand même une vraie compétition entre les podcasteurs et globalement les créateurs de contenu indépendants et les journalistes qui eux aussi bien sûr produisent du contenu mais de manière plus institutionnalisée qui est le métier de journaliste avec ses codes, ses règles, son éthique, etc. Mais effectivement, les créateurs de contenu et les journalistes sont concurrents dans le temps d'attention qu'on va aller demander auprès des audiences. Et donc, il est assez rare, voire même très rare, que des journalistes mettent en avant ou valorisent des créateurs de contenu. Ouais. Donc, je suis même pas sûr que ce soit lié, pour revenir à ce que tu disais, à la qualité de TCP ou au fait qu'il soit plus ou moins punchy. Mais je pense que naturellement ils vont pas mettre en avant des créateurs qui pourraient leur faire de l'ombre. Ouais, exactement. Ouais. Tu trouves quelques types d'articles, tu vois, un peu SEO, les 5 podcasts à écouter sur la plage ou les 5 meilleurs podcasts de sport, mais c'est tout, quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, ça c'est un des trucs que j'ai fait. J'ai pris, je suis allé sur Google, j'ai tapé podcast sport, j'ai pris tous les articles de Topito et j'ai écrit à tous les blogueurs ou tous les journalistes qui l'avaient fait. Il y en a quelques-uns qui m'ont mis dans leurs articles. Ok. Donc et notamment, ça peut être une reco d'ailleurs pour tous les créateurs de contenu. Tu peux avoir dans ces Topito, tu vois, ça peut être des Topito qui ont 1 an, 2 ans. Et il y en a souvent des créateurs qui ont arrêté. Et donc ça vaut toujours le coup d'aller voir le journaliste en lui disant écoute, lui il a arrêté ou lui ou elle ne crée plus. Moi je suis au taquet, je suis on fire. Si tu veux, tiens, tu peux me remplacer, tu peux le remplacer ou tu peux mettre à jour ton article en me mentionnant et en me mentionnant moi. Intéressant. Et ça a marché, il y en a quelques-uns qui m'ont mis dessus, quoi. Ok. Ouais, non, j'ai fait ça. J'ai un peu... Ouais, j'ai fait des méthodes de pirate. C'est quoi des méthodes de pirate? Que j'assume pas trop. Il y a eu un... J'ai fait ça en plus sur Mathieu, je crois. Tu vois, sur LinkedIn, tu peux très facilement scraper quelqu'un qui a liké un post, tu vois, par exemple. Ouais. Et donc, je m'étais amusé des fois sur 2-3 créateurs de contenu assez proches de mon univers, tu vois. En fait, quand ils postaient sur LinkedIn, aller scraper justement les gens qui likaient ce contenu-là, et derrière leur envoyer un petit message, coucou, t'as aimé ce contenu-là, tiens, moi je fais ça, peut-être que ça pourrait t'intéresser. Moi, ça je l'ai fait un tout petit peu. Ouais, c'est pas des méthodes de pirate, c'est du growth, quoi. Ouais, c'est du growth, ouais. Mais bon, ça peut être considéré un peu comme du ouais. Je trouve que quand tu vas chercher l'audience, pas de tes concurrents ou d'autres créateurs, tu vois, il y a une limite, tu vois. Il y a une boîte qui pèse 500 milliards de dollars et qui en a fait son fonds de commerce. C'est Facebook avec Audience Graph. Tu peux très bien demain
faire une campagne qui s'adresse à tous les gens qui sont abonnés à la page de ton concurrent, tu vois. Donc c'est du piratage. Dans ce cas, c'est du hacking et du piratage à l'échelle de la planète. Ouais, c'est vrai. Donc non, c'est une technique de prospection comme une autre. Ouais, non, mais t'as raison. Je voyais pas comme ça, mais c'est vrai. Et donc ouais, j'ai testé plein de petits trucs comme ça et finalement ce qui marchait le mieux pour moi, c'était quand les invités me partageaient. Parce que je me suis vite rendu compte que les athlètes de haut niveau, ils avaient tout de suite des communautés. Ouais, de sportifs, ouais, bien sûr. Tu vois, sur Instagram, sur Twitter notamment, et ils ont une fanbase, tu vois, que même dans un sport pas hyper médiatisé comme l'aviron, et en fait les 10 000 jeunes qui font de l'aviron en France à un niveau compète, tu vois, un peu à fond, mais en fait ils sont au taquet. Ils sont au taquet, ouais. Tu vois, ils sont au taquet sur Laura Tarantola et Claire Beauvais qui ont été médailles d'argent aux Jeux Olympiques cet été, quoi, tu vois. Et ils ont envie d'écouter ce contenu parce que ils ont peut-être envie d'être sportifs ou sportifs de haut niveau aussi, et du coup ils écoutent ces champions. Ouais, puis j'imagine que l'offre n'est pas non plus pléthorique en termes en médias sur l'Aveyron. Donc dès qu'il y a des choses intéressantes, ils sautent dessus. Ouais. J'imagine. Ouais, exactement. Ouais. Et finalement en fait ça a été ça. Moi plutôt mon succès, c'était d'aller chercher en fait de faire plein de petits sports au début notamment, pas hyper médiatisés, mais sur des communautés hyper engagées. Tu vois. J'ai eu le crossfit, le triathlon, le trail aussi, l'aviron aussi, dans lequel, en fait, les champions olympiques, les grands champions, sont pas forcément ultra médiatisés. Ils ont pas forcément beaucoup d'attention. Et quand tu leur en montres, ces communautés-là, elles sont hyper engagées parce qu'elles sont en manque de contenu là-dessus. Et en fait, j'ai réussi d'une façon ou d'une autre, en fait, à drainer du coup des auditeurs qui sont devenus abonnés avec le temps, tu vois. Donc ok. Donc c'est ça surtout qui fonctionne, je pense. Et on est le lundi qui suit l'UTMB. Donc évidemment, tu sais très bien ce que c'est l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, une course d'un peu plus de 170 km autour du Mont Blanc, l'une des plus hardcore d'Europe. Tu as déjà fait ? Non, mais je prévois de le faire l'année prochaine. Je me suis dit tiens, il faut absolument que je passe le cap. Et il y a peut-être des choses à faire quand on a un podcast qui s'appelle Extraterrien, non, avec l'UTMB, qui est quand même une grosse orga. J'ai une copine Florence Centraux que je salue et que je veux highlighter là dans cet épisode, qui malheureusement a dû abandonner au kilomètre 80 pour des raisons elle avait plus de jus, beaucoup de mal à s'alimenter, etc. Mais déjà 80 bornes dans les montagnes de nuit, c'est ouf. Mais ouais, il y a beaucoup d'extraterrestres quand même sur cette course. Kylian Jornet, 19h50 minutes pour boucler l'UTMB, record d'ailleurs, je crois. Ouais, record exactement, ouais, sur l'UTMB. Tu l'as déjà eu, Kylian Jornet ? Non, pas encore, c'est en discussion là en ce moment. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu spécial avec lui. Donc ça se fera bientôt, c'est sûr. Trop cool. De toute façon, j'ai prévu de faire tous les plus grands champions, donc je suis pas prêt de m'arrêter, tu vois. Mais ouais, forcément il y a des choses à faire avec l'univers du trail et l'univers un peu aussi des sports un peu extrêmes et d'aventure et d'outdoor. Moi, c'est ce qui me plaît le plus. C'est là aussi, il y a une vraie audience là-dessus. Et d'ailleurs, je devais être à l'UTMB justement pour rencontrer des marques, essayer de faire des choses, et je sais qu'il y a d'autres podcasteurs qui sont allés pour en faire soit une quotidienne ou en faire des choses. Donc c'est un des projets que j'ai là cette année, c'est de développer un peu cette partie événementielle, pouvoir proposer un studio d'enregistrement éphémère, pouvoir couvrir des événements et de faire des mini épisodes qui couvrent un événement comme l'UTMB. Donc c'est des choses que j'ai prévues pour la suite. Là, tu vois, ça fait du coup 4 mois que je me suis remis à plein temps sur Extraterrien, et ce que je veux développer au maximum, c'est la partie régie publicitaire, et de voir comment je passe d'un autre business à un autre, parce que il y a 1000 idées de monétiser une communauté, une expertise, et c'est de voir comment, une fois que tu en as construit un,
comment est-ce que tu passes au deuxième canal et ainsi de suite, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est prévu. Et si on parle un peu de tes coulisses, côté prod, comment t'étais organisé au début? Qu'est-ce que t'as changé? Qu'est-ce que t'as optimisé? Comment t'es organisé aujourd'hui? C'est une très bonne question. Ça a beaucoup évolué. J'ai commencé tout seul. Je voulais pas. J'avais le budget pour, mais je voulais pas spécialement passer par un freelance pour faire les choses. J'avais vraiment envie de tout faire moi-même et de bien comprendre. Ouais. Et je me suis mis à déléguer une petite partie au bout d'1 an. Voilà. T'as délégué quoi? J'ai délégué le son. Et après, j'ai délégué... Ce que t'appelles le son, c'est le montage, mixage? Ouais, montage, mixage, audio. Et après, je me suis mis à déléguer les réseaux sociaux. Okay. Vraiment, parce que ça me prenait pas mal de temps. Même à un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai un compte Insta, quoi? Enfin, ça décollait pas. Ça décolle toujours pas, tu vois. On va dire qu'il y a toute ma fanbase qui est un peu, qui me suit dessus. 5721 abonnés. Ouais, exactement. Et tu vois, c'est doucement, quoi. Enfin, au bout de 3 ans, c'est loin d'être dingue. Et là, aujourd'hui, je bosse avec un vidéaste, une ingé son, et une freelance pour la partie création de contenu, et une alternante qui est arrivée il y a quelques jours, et qui va vraiment me permettre de pouvoir lancer des nouveaux projets, de lui déléguer vraiment tout ce que je fais. Donc là, c'est une belle petite équipe quand même. Ça commence à monter. 4-5 personnes autour de toi. Ça commence à monter. Après, c'est que des gens qui bossent de façon ponctuelle, tu vois. Bien sûr. Avec moi. Donc le but là, c'est vraiment d'accélérer et de grossir. Et là, aujourd'hui, moi, si tu veux, je vais faire les enregistrements. Je fais toujours le sourcing des interviews et les calls. Pourquoi? Parce que c'est assez long. Et notamment, il y a un peu une partie commerciale ou chasse, parce que les athlètes de très haut niveau, les grands champions ont des agents. Et avant qu'un agent t'ouvre un peu son catalogue d'athlètes, il faut montrer patte blanche, il faut être sympa, il faut s'appeler plusieurs fois. Et ça, avant, j'avais pas le temps de le faire. Et là, aujourd'hui, j'ai ce temps-là, et du coup, je prends beaucoup de plaisir à le faire, et il faut que ce soit moi qui le fasse. Il faut que je craque le truc. Et ça commence à le faire. Et tu enregistres toujours chez tes invités? Ouais, je me déplace toujours à la rencontre de l'invité, ouais. Alors, comment tu fais pour déplacer une équipe vidéo, est-ce que ta petite troupe t'accompagne à chaque fois? Non, c'est moi qui fais tout. Je prends tout, et une fois la captation, prise de vue, c'est toi? Ouais, exactement, je fais tout, je capte l'image, je capte le son, je prends des petites photos, et une fois que j'ai tout, je mets tout sur un Google Drive, et j'envoie tout au monteur vidéo qui va généralement lui bosser en premier et faire le montage vidéo. En parallèle de ça, l'ingé son fait l'épisode audio. Et ensuite, une fois que les deux sont prêts, on commence à faire toute la partie réseaux sociaux. Donc, d'abord la description de l'épisode, ensuite les citations qu'on va reprendre et qu'on va publier sur les réseaux sociaux, les vidéos, tu vois, format Reels, TikTok, et ensuite tout poster partout, tout uploader sur chacune des plateformes. Et voilà, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est un peu ça l'orga aujourd'hui. T'arrives à avoir un peu d'avance? Ouais, j'ai même trop d'avance. Ah ouais? Ouais, j'ai trop d'avance par moment parce que je perds le contact avec le contact de l'épisode, tu vois. Ouais. Et en fait, dès que je devrais sortir d'un épisode, là, ce que j'essaie c'est vraiment sortir d'un épisode et de tout de suite prendre des notes et de dire, ok, voici un peu ce dont j'ai envie de parler, voici les moments qui étaient vraiment impactants. Ouais. Alors que là, t'es obligé de te remettre dedans, te replonger dans l'épisode. Ouais. Et tout le monde y perd. Ouais. Et donc, dans l'idéal, toi, tu conseilles d'avoir combien d'épisodes d'avance? 3-4. 3-4, c'est pas mal parce un mois. Un mois. Je me suis rendu compte que notamment avec l'invité, moi, mes invités, si pendant 2 mois je leur donne pas de nouvelles parce que je suis en train de produire, ils m'oublient et ils ont pas envie de le partager, tu vois. Alors que c'est ça qui marche pour moi, c'est quand eux ils partagent à leur communauté. Donc j'ai vu un peu que cette période de 3-4 mois était la plus intéressante. Cet été, t'as continué tes épisodes normalement, ou t'as fait des épisodes spéciaux, t'as fait quelque chose de spécial? J'ai longtemps hésité et j'ai pas réussi à trancher.
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des épisodes spéciaux? Ah, ça va me refaire du montage. Et en fait, je me suis dit, ok, est-ce que t'as un client annonceur? Non. Est-ce que ça sert à quelque chose de sortir du contenu maintenant si t'as pas d'annonceur? Je me suis dit, non, ça me sert pas à grand chose. Du coup, je me suis dit, vas-y, je me fais une pause de 3 semaines. Et j'avais vraiment posté un podcast par semaine non-stop depuis 3 ans, sans aucune interruption, sans manquer à chaque semaine. Et ça m'a fait du bien, tu vois, de pas être dans le jus. J'ai quand même, tu vois, je me suis dit 2 choses. J'ai fait une pause de 3 semaines. Et en parallèle, j'ai dit à la freelance, tu fais tout. Tu gères tout. Je ne veux rien faire. T'as les audios, t'as les vidéos. Je veux rien faire. Bon, je suis quand même allé jeter des coups d'œil par-ci par-là pour voir si ce qu'elle avait fait était bien, quoi. Et d'ailleurs, c'était cool parce que je lui ai donné carte blanche sur 2-3 sujets sur lesquels avant j'étais vachement, tu vois, control freak. pas forcément contre. Ouais, où je donnais beaucoup de guidelines et tout. Directives. Beaucoup de directives. Et avec vraiment mes idées pré-reçues et tout. Et c'est bien parce qu'elle a donné de nouvelles idées, elle a apporté de nouvelles choses, elle a testé des nouveaux formats, donc c'était bien de lui donner un peu de liberté aussi. Canon. Et alors justement, et comment tu utilises un peu les différentes plateformes? Donc tes plateformes de prédilection sont bien sûr les plateformes audio, mais t'as aussi de la vidéo. Ça veut dire que tes épisodes sont disponibles en intégralité sur YouTube aussi? Ouais, de plus en plus. Okay. Donc ça fait 3-4 mois. J'essaye de filmer, d'avoir tout qui soit dispo sur YouTube. C'est beaucoup de boulot. En plus, je me suis j'étais avant sur YouTube avec uniquement les audiogrammes. Et je pense que YouTube, pardon, a pas forcément apprécié, tu vois, et aujourd'hui, j'ai du mal à faire décoller le compte YouTube. Donc là, c'est mon objectif des 6 prochains mois, c'est vraiment essayer de faire péter YouTube, parce que je pense qu'une fois que YouTube t'as collé une étiquette, tu vois, ça peut être difficile de déjouer un peu l'épisode. Donc il faut vraiment que je casse un peu cette routine là. Instagram aussi, donc Instagram, comme je te l'ai dit, une newsletter, tu vois, là on approche des 2000 abonnés. J'y tiens, j'aime beaucoup. C'est quoi ta newsletter? Elle est quoi? Elle est hebdo, mensuelle? Qu'est-ce qu'on y trouve? Elle est hebdo, bi-hebdo, ça dépend. Là-dessus, je me mets pas la pression. J'écris quand j'ai envie d'écrire, quoi. LinkedIn, pas mal. Et là, à la rentrée, on lance YouTube Shorts et TikTok. Et le but, c'est de republier le contenu qu'on a déjà publié en Reels. Et voilà. Moi, j'ai explosé sur aucun canal, mais je veux le podcast quand même. Le podcast, effectivement le podcast, mais tu vois, sur tous les réseaux à côté j'ai des petits chiffres, tu vois, et en tout cas beaucoup plus petits. Et j'ai plein de gens qui me disent mais non, mais fais une plateforme, essaye de craquer cette plateforme et de la faire exploser. Et là je me dis mais en fait non, moi ce qui a explosé c'est les audiences de podcast. Je suis dans le top 0,1 français, 0,1% français. Donc, allons essayer d'être un peu partout pour que les auditeurs me suivent là où ils ont envie de me suivre, vraiment. Puis d'être en conquête de nouveaux abonnés, parce que le podcast, j'allais dire business, enfin, tout est un business, mais c'est une affaire c'est un business d'abonnement, en fait. Ouais, exactement. Et de fidélisation. Donc l'idée avec cette stratégie, c'est de donner à voir ton contenu au plus de monde possible, auprès de personnes qui connaissent pas ton podcast et qui vont du coup le découvrir. Quel est l'épisode dont tu es le plus fier? Dont je suis le plus fier, c'est pas facile ça comme question. Je pensais que tu allais me demander l'épisode qui m'a le plus marqué. Il y en a un récemment qui m'a beaucoup marqué et dont j'ai été assez fier. J'ai rencontré un Français qui s'appelle Mathias Giraud, qui fait en fait, qui mélange 2 sports, qui est le ski freestyle qui consiste en fait à descendre des montagnes en faisant des figures. En faisant des figures et surtout en hors-piste, quoi, sur des pentes raides extrêmement difficiles. Et le deuxième sport avec lequel il mélange ça, c'est du base jump. Ok. Donc je sais pas si tu vois, tu vois arriver. Donc il démarre il grimpe en haut d'une montagne, il met ses skis, il descend,
Et à un moment, dès qu'il voit une falaise, il saute. Et il ouvre son parachute. Donc tu vois, ça peut paraître assez... James Bond, quoi. Ouais, un peu James Bond pour certains. Et Mathias, il est passé tellement de fois dans sa vie proche de la mort qu'il a une vision de la vie qui est vraiment, vraiment différente du commun des mortels, tu vois. Et je suis hyper fier de cette interview parce que j'ai vraiment réussi à me mettre dans la tête de quelqu'un qui est passé plein de fois à côté de la mort, quoi. Et l'interview rend vraiment bien et elle est vraiment différente de tout ce que j'ai entendu dans d'autres podcasts ou même chez moi. Et ça, c'était sympa. Et on l'a fait, en fait, juste en face du Mont Blanc. Et 2 semaines plus tard, en fait, il skiait le Mont Blanc pour battre le record du ski base jump le plus haut du monde, quoi. En gros, la falaise de laquelle on se jette le plus haut en ski base jump. Et qui était juste à côté de l'autre montagne qui, lui, l'avait fait connaître parce qu'en fait, ce type avait été le premier partenaire GoPro. Et il a fait la première vidéo extrêmement virale de GoPro. Et du coup, quand je te dis, t'es à ski et tu te jettes d'une falaise, tu penses peut-être à une vidéo que t'as vue de GoPro qui a fait des dizaines et des dizaines de millions de vues. Non, mais c'est vrai, ça me dit vaguement quelque chose. Donc tu vois, c'est lui. Et je te dis ça, c'était il y a 10 ans, tu vois. Et, donc cette interview, j'ai vraiment adoré, parce que on a vraiment réussi, enfin, tous les deux, on a réussi à parler de sujets hyper forts, quoi. Donc, c'était cool. Ça t'est déjà arrivé de pas diffuser un épisode que t'as enregistré? Parce que tu le trouvais pas ouf? Ça m'est arrivé de tout perdre, les pistes son. Ça m'est arrivé d'oublier d'appuyer sur enregistrer. Non, en fait, par respect par mes invités, je le fais. Des fois, je me dis, l'épisode est vraiment pas dingue. Et là, c'est une vraie question que je me pose. Et d'ailleurs, que je devrais te poser à toi, tiens, toi qui as rencontré beaucoup d'autres créateurs de contenu. C'est que faire si tu penses que ça va pas du tout plaire à ton audience, tu vois. Et je me pose la question parce qu'à la fois, je me dis, un athlète de haut niveau m'a consacré 2 heures, 3 heures de son temps. Et par respect pour lui, je devrais vraiment le faire. Et en même temps, ça va pas plaire à mon audience. Donc, c'est difficile. C'est une question assez difficile. Ouais, t'as raison. Après, la plupart des créateurs publient quand même. Parce que on est un peu dans une logique de live, tu vois, même si c'est un podcast, que tu l'écoutes en replay. Là, tu vois, on enregistre dans les conditions du direct. Il y aura très peu de montage à la fin, toutes les petites imperfections qu'on peut, des petites erreurs de langage qu'on peut faire, on les laisse. Parce que en radio live, c'est du live, tu peux pas rattraper. Et donc en radio, tu peux très bien avoir une interview qui est pas au niveau de ce que tu attendais ou qui est moins bien que ce que tu as l'habitude de faire. Et ça a été diffusé et donc tu le passes quand même. Après il y a peut-être des cas où tu as des invités qui sortent des horreurs absolues. Et donc, est-ce que t'as peut-être une responsabilité de pas diffuser ça, mais moi c'est pas le cas parce que j'ai quand même des invités qui ont l'habitude de parler à la presse d'une certaine façon, qui peuvent être interviewés après des courses, après un événement, ou dans tous les sports t'as un média de niche, tu vois, donc qui répondent au moins à ces journalistes-là. Et j'essaie quand même d'aller voir des champions avec une certaine renommée et du coup qui ont déjà au moins parlé des journaux dans leur vie, donc ça m'arrive pas, quoi. Et donc l'invité alors pas forcément l'épisode dont t'es le plus fier, mais l'épisode où ton invité était vraiment high level, quoi, où tu t'es dit waouh, là c'est ouf, mon podcast me permet de rencontrer vraiment quelqu'un d'incroyable. C'est marrant, c'était un pilote de chasse. Tu vois, un jour j'avais envie de faire un épisode hors série et je suis allé voir un pilote de chasse qui s'appelle d'ailleurs tiens, toi qui vas voir des créateurs de contenu, je peux te faire la recommandation. Il s'appelle Pierre-Henri Chuet. Il s'appelle AT et en fait je l'ai interviewé au moment où il lançait une chaîne YouTube. D'accord. En français et en anglais. Donc c'est très rare. Mais il est encore en activité ou il est retraité? Enfin non, il Enfin réserviste ou
Je sais pas. Il ne pilote plus d'avion, mais il l'a fait pendant plus de 10 ans. Il a arrêté pour des raisons de santé, parce que tu prends... Comme souvent, ouais. C'est quand même très 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 intense pour le corps. Et il fait des analyses de vidéos que tu peux trouver en français et en anglais sur YouTube, et ça cartonne. Je crois qu'il a plus de 150 000 abonnés, tu vois, et il est très très. C'est des analyses de vidéos d'avions, du coup, c'est ça? Ouais, ça peut être un avion russe qui va se scratcher sur un porte-avions, ou des vidéos de combat qu'il va retrouver, tu vois, et c'est vraiment des vidéos d'experts, mais en fait, vu que t'as son œil de vulgarisateur, c'est hyper intéressant. Ah ouais, ok. Et il est extrêmement doué pour vulgariser les choses, et c'est vrai que les pilotes de chasse ont quand même, je pense, tu vois, une intelligence, tu vois, mathématique, logique et d'expression et d'empathie aussi. Il le dit pourquoi dans le podcast, qui est très 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 développé. Et du coup, c'était un épisode où je suis sorti là en me disant waouh, là j'ai rencontré un mec vraiment brillant, avec voilà une capacité à expliquer son métier qui était fantastique, quoi. Donc donc j'ai adoré, je te le recommande si tu veux un créateur de contenu. Et les 2-3 invités que tu adorerais avoir là dans les prochains mois, que t'as en target, que tu travailles depuis des semaines et des semaines. Ouais, j'ai Amélie Mauresmo, grand fan, parce qu'elle parle pas beaucoup à la presse, parce que elle s'est pris des shitstorms un peu dans la tronche en tant qu'athlète, et qui étaient pas du tout mérités, et je trouve qu'elle a toujours dégagé une espèce de sérénité c'est vrai, remarquable et exemplaire, tu vois. Je pense qu'il y a plein d'autres athlètes qui à sa place auraient envoyé bouler, quoi. Elle serait vraiment vraiment énervée, ce qui a pas été son cas. Donc elle, j'aimerais beaucoup. Dans le foot, j'aimerais beaucoup un Fabien Barthez, tu vois, parce que pour moi c'est celui qui déconne, et puis c'est celui qui est un peu sorti du monde du foot, qu'on voit plus quasiment, enfin très peu, voilà, et puis il a l'air d'être un peu plus funky, il a un côté très très fun, voilà, c'est vrai qu'on le voit assez peu, Fabien Barthez, même plus du tout, Et il y a un nom qui revient aussi très très souvent sur mon podcast, c'est Fabien Galtier, parce que très brillant, très intelligent, très sage. Un parcours de dingue. Ouais, très inspirant aussi, et qui a une vision de la performance qui est très aiguisée. Donc voilà, c'est un peu les 3 noms que j'aimerais avoir. Ok, bah très cool. Si ils nous écoutent, ou si parmi mes auditeurs, vous avez une connexion ou 2 avec ces 3 noms, n'hésitez pas à filer un petit coup de main à Barthélémy. Avec plaisir. Un grand merci pour cet échange, Barthélémy. C'était un plaisir d'échanger avec toi durant cette petite heure. Chers auditeurs, comme d'habitude, vous retrouverez dans le descriptif des liens vers le podcast de Barthélémy, Extraterrien, et les différents réseaux où le suivre. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.